Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à Rostan Ngamo Garno. Bonjour à Marius Tala. Bonjour à Jeanne Mapéan. Bonjour à Laurence Mangamanga. Bonjour à Romaric Tepe. Bonjour à Magé Sabio. Bonjour à Bonnie Martial. Bonjour à Apollinaire Gino Kameni. Bonjour à vous tous. Nous allons faire une session sur la recevabilité de la plainte du président Maurice Kamto sur la sortie de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, sur la sortie de Lejeune Bella, le ministre camerounais des Affaires étrangères, et enfin nous allons parler de la résolution de l'honorable Karine Bass aux États-Unis, au Congrès américain. Voilà. Bonjour à Bernard Kumbo. Partagez le direct dans les groupes Facebook, sur votre page, sur la page de vos amis. On va écouter un peu de musique. Je dédie ce live-là à Valsero parce que je me suis rendu compte que dans le live précédent, j'avais rendu hommage à tout le monde et j'ai oublié Valsero. Franchement, c'est très grave ce que j'ai fait et je lui présente toutes mes excuses s'il lui arrivait de regarder le live. Et on va commencer le live avec la musique de Valsero. On va le terminer également en musique avec Valsero. Donc, pendant qu'on écoute Valsero, partagez le live pour que les Camerounais puissent... voilà. Voilà. Pour que les Camerounais puissent regarder un maximum. On va simplement expliquer les concepts, hein. On va expliquer les choses. Ce sera, comme je l'ai dit, toujours un live pédagogique. On n'a pas de temps pour la polémique. Ça, on laisse ça aux autres. Ceux qui peuvent consulter mon mur verront que j'ai fait un certain nombre de publications qui permettent de comprendre le sens de ce live. J'ai partagé un excellent article du juriste camerounais Christian Timbane-Momo, que nous connaissons tous. Il a commis un excellent article sur la recevabilité de la plainte de Maurice Kamto. J'évoquerai quelques détails ici, mais ceux qui veulent avoir des éléments plus profonds peuvent aller sur ma page et lire, ou sur la page de Boris Berthaud Marx, et lire cet excellent article de Christian Timbane Mbomo, qui est un avocat international camerounais basé à Paris. Voilà. Et vous pouvez aussi aller sur la page de Doris Tohu pour regarder un excellent article qu'elle a commis sur pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas assez de temps pour écrire au congressman, ils peuvent reprendre ce sample letter et faire les modifications qu'ils veulent et envoyer à congressman. Voilà. Donc, on va commencer le live juste à la fin de la chanson de Valsero et on va développer un peu.
Oui, Vassero. Il faut le leur dire, c'est le cri de notre jeunesse, qui est une jeunesse sacrifiée. Hein? 37 ans de Paul Biya a sacrifié notre jeunesse. Ce n'est pas être dur que de le dire. Voilà. Des enfants camerounais qui traversent la mer comme Amos, ils arrivent en Europe, ils trouvent mieux que ce qu'ils auraient trouvé dans un quartier de Yaoundé. Parce qu'ici, ils peuvent avoir une formation, ils peuvent avoir un emploi. Les emplois, ça pilule les rues. Chez nous, impossible. Yep. That's true, guys. Mr. Biya has destroyed the dream of our youth. No jobs, no education, no income, no security, no home, no hope. So, voilà. Une session rapide en musique avec Vassero. Et on a terminé rapidement. On peut démarrer notre live qui, comme je l'ai dit, aura 4 points majeurs. Ce sera la recevabilité de la plainte de Maurice Kamto et du MRC devant la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine. La sortie de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement français ou de l'Assemblée nationale française. La sortie de M. Lejeune Bella, ministre des Affaires intérieures, ministre des Relations extérieures du Cameroun, devant quelques diplomates. Je n'ai pas vu les diplomates des grandes nations de ce monde. Je ne sais pas, il a réuni peut-être ses amis, et puis bon, voilà, il a fait son speech. On parlera, puisqu'il a dit tellement de choses, il s'est répété, mais on parlera de quelques points saillants que j'ai bien voulu, que j'ai retenus. Et puis, on reviendra à la résolution de l'honorable Karen Bass pendant devant le Congrès américain qui pousse. Bientôt, nous pensons atteindre déjà les 50 représentants, ce qui est bien. Donc, les promesses de ceux qui ont dit, bon, voilà, à la rentrée, nous signons. C'est déjà une cinquantaine. Si nous mettons un petit coup de piolet en juin et que nous obtenons l'accord d'une autre cinquantaine, vous voyez bien que quand ils vont revenir à la fin des vacances, en septembre, on pourra déjà être aux alentours de 200. Donc, d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, on aura déjà la majorité, au mieux la majorité absolue, ce qui permettra aux États-Unis d'agir sans s'encombrer du formalisme des Nations Unies. Donc, d'aller droit au but de sauver des vies et de régler un conflit politique que Paul Biya n'arrive pas à régler parce que les égoïsmes de lui et de ses amis leur empêchent de faire n'importe quelle réforme. Pour eux, il faut tourner en rond et revenir au point de départ. Ça veut dire nous libérons les prisonniers politiques et on ne parle plus de la crise anglophone. La crise anglophone est terminée. Voilà.
Ce ne sera pas le cas d'ailleurs. J'en parlerai. Je reviens à la recevabilité de la plainte du professeur Maurice Kamto et son parti, le MRC, devant la Commission africaine des droits de l'homme. Le président Maurice Kamto, président du MRC, président élu qui a gagné les élections du 7 octobre dans notre pays, avait dit de son speech encore sur YouTube à M. Clément Atangana, président de la Cour constitutionnelle. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, vous avez la compétence de votre propre compétence. C'était pour dire, en gros, et dire à M. Clément Atangana que, à son niveau, le contentieux électoral avait été clos ou vidé, mais que cela ne s'arrêtait pas là, parce qu'il y avait d'autres voies de recours et que lui, Maurice Kamto, son parti politique et la coalition gagnante qu'il y avait autour de lui entendaient exercer les droits de recours à leur disposition pour faire entendre, comment dire ça, pour que le droit soit dit. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Pour que le droit soit dit. Joignant donc l'acte à la parole, Maurice Kamto s'était déplacé à l'Union africaine et avait déposé à la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine une requête, voilà, aux fins d'examination du contentieux ou du recours, une requête aux fins de réexamen du contentieux électoral qui avait cours au Cameroun. Voilà. De deux choses l'une à ce niveau. Une fois que Maurice Kamto a fait la saisine de la Commission africaine des droits de l'homme, deux cas de figure se posaient. Après l'examen de la requête de Maurice Kamto, de l'énoncé du problème, des moyens, des plaintes, la commission avait deux possibilités. Soit elle rejette, soit elle se déclare incompétente, soit elle se déclare compétente et elle reçoit la requête du professeur Maurice Kamto. Après l'examen, la commission s'est réunie, je pense que du 24 avril au 14 mai, donc à peu près 3 mois, la commission s'est déclarée compétente et a accepté le recours du professeur Maurice Kamto. Elle a accepté d'examiner le contentieux. J'ai regardé ce matin une polémique qui est née sur le net, vraiment une polémique que je qualifierais de stupide, engagée par Luther Meka et repris par Fabien Asingana, un ex-militant du MRC qui est parti de lui-même claquant la porte, je ne sais pas trop pourquoi, et qui passe sa journée à déverser des ordures sur ce parti politique et sur ses dirigeants. Soit disant qu'on avait demandé au MRC d'apporter les arguments. Mais attendez, vraiment, c'est-à-dire que ça me fait plus de la peine parce qu'à Singana, c'est un repris de justice qui a été condamné et qui a fait de la prison pour escroquerie. Hein, donc, ce n'est même pas un politicien, c'est un bandit, c'est un voyou. Bon, c'est pour lutter, mais quand vraiment, qui se dit enseignant, qui me désole beaucoup. Depuis quand a-t-il eu un tribunal qui va se prononcer sur une affaire sans demander aux partis de présenter leurs arguments? Je veux dire, la commission a demandé au président Maurice Kamto ses arguments. Il a saisi la commission d'une requête. Et dans la requête, il a exposé les faits, il a exposé les moyens, cette requête d'ailleurs, elle a été rendue publique, je crois, par le MRC. Et la commission, après avoir lu la requête, après avoir entendu ses avocats, a dit, nous sommes d'accord pour statuer. Nous sommes d'accord pour examiner la requête. Et d'ailleurs, ce que Asingana ou Luther Meka doivent savoir, c'est que la commission va regarder, va recevoir les arguments du MRC dans un délai de 2 mois, va les lire,
va les confronter et va envoyer ses arguments au gouvernement camerounais et va regarder la réponse du gouvernement camerounais à ces arguments. Donc, il appartient à Maurice Kamto d'apporter la preuve, de rapporter la preuve qu'il y a eu des fraudes électorales. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller, c'est-à-dire que les gens racontent tout et n'importe quoi. Les 32 PV non signés des départements, là, ce n'est pas assez suffisant. 32 PV qui ont été falsifiés, truqués à la machine, qui ne correspondent plus à ce que la commission électorale avait remis à tous les partis politiques qui étaient allés assister à sa délibération. Et c'est largement suffisant. Il n'y a même pas besoin d'aller loin. Et cela avait été présenté à M. Clément Atangana. Il a suspendu la séance pour aller prendre des instructions au palais de l'unité. Et il est revenu le lendemain en disant irrecevable, irrecevable. Il n'a rien examiné, il n'a rien entendu et il a vidé. Donc, on va revenir. La commission va recevoir les arguments du MRC. La commission va examiner les arguments du MRC. La commission va regarder les arguments du MRC. Et il pilule. Il pilule. Il pilule. C'est la commission des droits de l'homme. Elle va regarder si les élections se sont tenues dans les conditions de sécurité. On a vu ce qui s'est passé dans le Ndé, par exemple, où le MRC est parti de, je ne sais pas, c'est combien, de 60%, est descendu jusqu'à moins de 20%. Ou quand Maurice Kamto est parti du premier à, je ne sais pas, 5e ou combien, ou 40e. On a vu ce qui s'est passé dans l'extrême nord. Les images existent. On a vu ce qui s'est passé dans le sud. Ou un parti politique à 100%. Ça veut dire que même les scrutateurs du MRC n'ont même pas eu droit à une voix. Je dis, ce scrutin a été truffé de dire de telles irrégularités que je pense que là, enfin, la Commission africaine des droits de l'homme a l'opportunité de... Parce que ce qui se passe, c'est que Maurice Kamto a saisi la Commission africaine des droits de l'homme. Pour une raison. C'est que Paul Biya n'a pas à ratifier le traité des droits de l'homme de l'Union africaine, a signé le traité, mais n'a pas ratifié. Je pense que c'est Patrice Ngana qui a bien expliqué ça dans un Facebook Live qu'il avait fait. Et je l'avais d'ailleurs appelé pour lui présenter mes félicitations. Patrice Ngana a bien expliqué ce qui se passe. Paul Biya, à chaque fois qu'il sent qu'il y a un traité qui pourra amener la communauté internationale à s'impliquer dans les affaires du Cameroun, pour ne pas être mis au banc de la communauté internationale, il signe le traité. Il signe tous les traités de droits de l'homme. Mais il ne les ratifie jamais. Ratifier veut dire déposer une loi au Parlement qui va amender notre droit interne, ça veut dire en abrogeant des lois qui sont contraires, en mettant des dispositifs de saisine, etc., etc. Donc, prendre une loi, voter au Parlement qui permet de ratifier, donc d'appliquer ces traités dans notre droit interne. Ça veut dire de permettre aux citoyens camerounais qui a vu ses droits violés de saisir directement la Cour de justice des droits de l'homme. Et comme Paul Biya ne ratifie pas ces traités, ça rend pratiquement impossible que le Camerounais lambda, par exemple, saisisse la Cour pénale internationale ou que les organisations de droits de l'homme camerounaises saisissent la Cour pénale internationale. Donc, il ne ratifie pas. Donc, la saisine de ces institutions devient quelque chose d'impossible pour nos populations, pour nos associations de droits de l'homme, pour notre société civile, voire pour nos partis politiques. Cela contraint donc le président Maurice Kamto à saisir la commission et après examen contradictoire des arguments du MRC et des arguments du gouvernement camerounais, la commission va décider dans une deuxième étape si oui ou non elle va, à son niveau, puisque le Cameroun n'a pas ratifié ce traité dans son droit positif interne, la commission va décider si elle doit transférer le dossier au niveau de l'Union africaine, de la Cour de justice des droits de l'homme de l'Union africaine. Je crois qu'il doit être basé en Tanzanie. Et c'est à la Cour de justice maintenant de vider le fond, de dire le droit, de rendre un arrêt. Voilà. Cela dit, je pense que le gouvernement camerounais a très peu de chances de s'en sortir. Je ne veux pas aller vite en besogne parce que déjà la recevabilité, c'est une première étape. S'il n'y avait rien dans ce dossier, je pense qu'il n'aurait pas été jugé recevable. La recevabilité, c'est déjà 50% du travail qui est fait.
50% du travail qui est fait. Parce que ces juges ont dû regarder minutieusement le contenu de la requête et les arguments qu'ont présenté le professeur Maurice Kamto. Voilà. Et la deuxième étape, qui pour moi est à peu près 30%, c'est qu'après l'examen du contradictoire, si elle renvoie devant la Cour de justice des droits de l'homme, à partir de ce moment, il y aura un procès. Donc, on va jouer les prolongations du contentieux électoral qui n'a pas été vidé à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle au Cameroun. Et je suis très heureux qu'il y ait une jurisprudence qui soit rendue. Parce que cette jurisprudence, si vous voulez, les Camerounais doivent comprendre une chose. Quand vous regardez le progrès des droits humains, que ce soit aux États-Unis, j'ai un excellent ouvrage devant moi. Ah, c'est dommage, je l'ai déjà rangé. Je vous l'aurais présenté. C'est un excellent ouvrage que m'avait offert un grand pasteur noir aux États-Unis pour me montrer comment, à l'époque de Martin Luther King, ce qu'on ne dit pas, c'est que 80% de la bataille pour la conquête des droits civiques, ça s'est joué devant les tribunaux. C'est d'ailleurs pour ça que la communauté noire a les meilleurs avocats ici, aux États-Unis, en matière de défense des droits de l'homme. C'est-à-dire, même quand des Blancs ont des problèmes, ils recourent à des avocats noirs. Parce qu'il y a eu tout un... C'est-à-dire qu'ils se sont beaucoup battus devant les tribunaux pour obtenir des décisions de justice. Idem pour l'Union européenne, par exemple. Pour ceux qui se souviennent, la règle des 3 joueurs par équipe dans l'Union européenne avait été cassée par l'arrêt Bosman d'un joueur, je crois, je ne sais pas de quel pays il était, et qui ne parvenait pas à jouer et qui a dit, attendez, il y a la citoyenneté européenne, pourquoi devrais-je être mis au banc de touche alors que je suis citoyen européen? Il avait porté plainte devant la Cour européenne de justice. La Cour européenne de justice avait rendu l'arrêt Bosman et suite à ça, on avait décidé qu'il n'y avait plus de limitation du nombre de joueurs européens. Non, une fois que vous êtes détenteur d'un passeport européen, vous ne comptez plus comme joueur étranger. Ce qui a permis, voilà, d'ouvrir le football européen. Un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme sur le contentieux électoral au Cameroun, qui en fixe les règles, puisque le Cameroun est signataire de ces traités, changerait toute la donne en matière électorale au Cameroun. Je pense que les Camerounais ne mesurent pas encore ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer est très important, mais c'est dans les jours qui viennent que nous allons commencer à percevoir les effets de ce que le travail de fourmi que le professeur Maurice Kamto est en train de faire. Autre chose que j'aimerais dire à tous ceux qui bavardent beaucoup sur la toile, là, c'est que le temps de la justice n'est pas le temps des réseaux sociaux, n'est pas le temps des médias. Le temps de la justice, c'est le temps de la justice. La justice prend son temps. D'ailleurs, c'est un grand magistrat pour qui j'ai du respect quand même. Tout le qu'il a abattu, qui est notre ministre de la Justice, M. Laurent Esso, qui le dit. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps des médias. Le temps de la justice, moi je l'ai déjà entendu dire ça dans les médias d'ailleurs, que le temps de la justice, un juge prend son temps pour rendre une décision. Voilà. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'au niveau de l'Union africaine, ils prennent leur temps, ils ont pris assez de temps depuis le 7 octobre jusqu'à présent, ils ont examiné bien les requêtes, ils ont lu, ils ont regardé les moyens, ils ont jugé la requête du président Maurice Kamto recevable, ils vont regarder ses arguments, ils vont regarder les arguments du gouvernement camerounais, ils vont confronter les deux et ils vont décider si oui ou non la saisine de la Cour de justice des droits de l'homme est possible, ce qui logiquement devrait faire suivre l'affaire devant la Cour africaine des droits de l'homme. Et la décision que va rendre cette Cour sera applicable dans le droit interne camerounais. Alors, que va dire la Cour? Et la décision de justice que va rendre cette Cour aussi va contraindre, si elle est défavorable au gouvernement camerounais, le gouvernement camerounais sur un plan juridique, à amender son droit interne, surtout en matière électorale, à réformer en profondeur le processus électoral. Voilà. Donc, je pense que le professeur Maurice Kamto est en train de faire là un travail que l'opposition camerounaise aurait dû faire. Au lieu de bavarder sur les plateaux de télé, invectiver les uns les autres, c'est un travail que notre opposition aurait dû faire. C'est-à-dire un travail, voilà, nous sommes signataires d'un certain nombre de traités.
il y a des recours qui sont possibles. Qu'avons-nous fait pour pouvoir saisir les juridictions internationales, engager les recours, amener le Cameroun? C'est comme ça que les Martin Luther King ont fait plier les lois, ont fait vider l'Amérique de ces lois ségrégationnistes. C'est comme ça qu'en Europe, un certain nombre de groupes ont amené sur plein de choses, hein, je ne vais pas m'étendre ici, dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé des femmes, dans le domaine, etc., 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 etc. Vous entendez régulièrement les débats en France sur la procréation assistée, sur l'IVG, sur le sport, etc., sur plein de domaines. Les arrêts de la Cour de justice ont parfois fixé le cadre là où le législateur à l'intérieur des pays était incapable de le faire à cause des pesanteurs des groupes de pression. Si ça a été le cas aux États-Unis, si ça a été le cas en Europe, eh bien, à cause de la requête du professeur Maurice Kamto, ce sera bientôt le cas dans notre pays, surtout en matière électorale. Le contentieux électoral au Cameroun ne s'arrêtera pas à la Cour constitutionnelle si elle n'a pas l'intention de dire le droit. Les acteurs pourront dorénavant engager la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et d'autres juridictions, même au-delà de la Cour africaine des droits de l'homme. Un ensemble de recours existe. J'avais aussi l'intention de vous présenter un ouvrage, un excellent ouvrage, mais je l'ai regardé ce matin et je suis rentré là très vite. Il a fallu que je démarre mon live parce que j'étais déjà en retard de 20 minutes. Donc, je l'ai pas mis sur mon desk. C'est vraiment dommage. Je vous le présenterai ultérieurement, qui est un excellent ouvrage de politique internationale, de droit international et de diplomatie aux États-Unis, qui a référence dans les universités. Vous pouvez regarder l'ensemble des recours qu'ont déposé les gens pour diverses choses auprès des Nations Unies, en Amérique latine, sur les questions de l'eau, sur les questions des mines, sur diverses questions. Je pense qu'il n'y a pas eu cette culture, cette appropriation du droit international dans notre pays par les acteurs politiques. Généralement, ils sont en dessous. Bon, on va au conseil constitutionnel, on bavarde, et puis chacun rentre au quartier, il boit les bières, et il attend un peu l'argent qui va venir pour les prochaines campagnes électorales. Il est temps que nous utilisions le droit international pour amender notre droit interne. C'est ce qu'a fait le professeur Maurice Kamto. Voilà. Comme pour dire que le contentieux électoral du 7 octobre n'est pas terminé, le contentieux électoral n'est pas terminé. Il va être examiné, la recevabilité de l'action judiciaire du professeur Maurice Kamto par la Commission européenne aujourd'hui. C'est un fait. La Commission va examiner les arguments, pas seulement du MRC, mais aussi ceux du gouvernement camerounais, va les confronter et va décider d'envoyer, puisqu'en ce moment, ce qu'elle a fait, c'est que elle a dit, je cite ce qu'elle, je traduis en anglais, hein, c'est-à-dire que la commission s'est saisie la requête, elle invite le professeur Maurice Kamto, MRC, à présenter les preuves et les arguments, et elle se prononcera sur le renvoi à la Cour à une date ultérieure. Voilà. Et elle dit bien que après examen contradictoire, elle, c'est-à-dire la Commission des droits de l'homme, pourra renvoyer le litige devant la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà. Donc, le contentieux n'est pas encore clos. Le contentieux électoral du 7 octobre n'est pas encore clos. Voilà. J'aimerais faire un petit encadre pour dire, alors, les gens qui me disent, oui, et si la Commission africaine prenait la Cour africaine de justice prenait une décision et que le gouvernement camerounais n'appliquait pas la décision. Je dis une chose, hein, c'est que le RDPC ne sera pas plus longtemps au pouvoir. S'il n'applique pas aujourd'hui la décision de la commission et qu'il n'est pas demain au pouvoir et qu'il saisit la même commission, qu'est-ce qu'il dira? S'il dit que non, elle est illégitime, qu'est-ce qu'il dira demain devant cette commission? Elle va lui rappeler tous ces échanges. Deuxième chose, le gouvernement camerounais est dans une très mauvaise passe. On en parlera avec la sortie de Jean-Luc Le Drian. Donc, le gouvernement camerounais a intérêt plutôt à faire profil bas parce que si les décisions qui sortent du Conseil de sécurité des Nations Unies lui sont défavorables et qu'il faille que notre gouvernement s'appuie par exemple sur ses pairs des pays africains, que fera-t-il s'il a commencé par rejeter la légitimité de l'Union africaine? Vous comprenez bien que c'est assez compliqué.
je pense que il y a une bataille judiciaire qui s'engage. C'est pour le plus grand bien, hein, parce que je dis encore bien que les changements décisifs qui ont eu lieu dans le monde où nous vivons, sur les autres continents, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Asie, ont souvent été le fait des batailles judiciaires, ont aussi été le fait des batailles judiciaires. Certes, il y a des manifestations, il y a la protestation, il y a du lobbying, mais elles ont aussi été le fait des batailles judiciaires. Et ce recours du professeur Maurice Kamto devant la Commission africaine des droits de l'homme, qui va examiner le contentieux et transférer éventuellement, je pense sûrement, à la Cour africaine des droits de l'homme, en est une. Voilà. Donc, je m'arrête là. On suivra la suite. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, de vous faire un follow-up, update tous les jours. Voilà. D'échanger, de partager, d'analyser et d'apporter les éclairages. Ceci n'est qu'un début parce que bon, on en est au stade de la recevabilité. Attendons ce qui va se passer quand les gens vont confronter leurs arguments. Mais vous pouvez compter sur nous, nous serons là pour vous éclairer. Voilà. Ensuite, je voudrais parler de la sortie de M. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui s'exprimait devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. J'ai partagé, ceux qui vont sur mon mur, j'ai partagé le lien où ils peuvent regarder la totalité. C'est une vidéo de l'Assemblée nationale française. Ils peuvent regarder la totalité des débats. Il n'y a pas eu que le Cameroun, il y a aussi l'Éthiopie, il y a eu. Ils peuvent regarder la totalité des débats. Deuxième chose, c'est un débat qui est mensuel où le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes arrivent devant les parlementaires français, les présidents de groupes parlementaires ou les vice-présidents de groupes parlementaires, et tous prennent la question pour lui poser la parole, pour lui poser des questions. Et il répond. Vous aurez noté que lors de la précédente session, Jean-Yves Le Drian avait déjà été interpellé par le vice-président du groupe parlementaire socialiste, qui est député de la Gironde, que nous autres avons saisi par écrit, parce que c'est quelqu'un qui est très engagé en Afrique, dans beaucoup de dossiers au Mali, en Centrafrique, etc., etc. Il est pas mal engagé. Et nous l'avions saisi. Il avait porté l'affaire dans les débats à la Commission des Affaires étrangères. Il avait même introduit une demande d'un débat parlementaire national sur la question du Cameroun. Bon, évidemment, ça va prospérer. On savait que ça ne prospérerait pas. Mais, comme toujours, le fait que la question a été posée une fois et puis deux fois, de manière récurrente, prouve que la question revient et qu'il y a espoir qu'on atteigne un jour un débat parlementaire sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire et sociale au Cameroun. Donc, les députés ont interpellé M. Jean-Luc Le Drian sur trois choses. Sur la situation dans les zones anglophones, sur le sort de Maurice Kamto, le président élu, celui qui est le vainqueur des élections présidentielles, et troisièmement, sur la position de la France. Voilà. Qu'est-ce que la France faisait pour enjoindre M. Biya, voilà, de régler cette situation qui semble. Voilà. Je pense que pour la première fois, je cite Jean-Luc Le Drian hein, pour ce qui se passe dans les régions anglophones. Je cite Jean-Luc Le Drian. Il a dit que dans les régions anglophones, les violences se poursuivent. Les pertes humaines sont lourdes et la situation se dégrade. Ça, c'est M. Jean-Luc Le Drian qui l'a dit. La vidéo est sur mon mur parce que nous avons coupé la partie où il a centré son intervention sur le Cameroun et la vidéo est sur mon mur. Bon, le premier constat que tout le monde peut faire, c'est que ce que Jean-Luc Le Drian dit est vraiment à l'opposé du bavardage de le jeune Mbela, notre ministre des Affaires étrangères, devant des diplomates. Le jeune Mbela a dit exactement l'opposé de ce que Jean-Luc Le Drian dit. Voilà. Donc, ça veut dire que Yaoundé et Paris ne tiennent plus le même discours, ne sont plus sur la même ligne. Donc, c'est acté. La dernière fois, il avait dit qu'il n'y aura pas d'assistance
Il avait dit devant les parlementaires qu'il n'y aura pas d'assistance militaire française. D'ailleurs, la question n'est même pas revenue parce que pour la France, il est hors de question d'apporter une assistance c'est-à-dire une intervention de quelque manière que ce soit en faveur du gouvernement camerounais. Voilà. Il a dit que les régions anglophones, la violence se poursuit, les pertes humaines, il a bien insisté sur le mot humaine. Je pense que monsieur le jeune Bella n'entend pas, il ne voit pas, il devrait entendre. Il dit bien les pertes humaines sont lourdes. Les pertes humaines, monsieur le jeune Bella, les pertes humaines, c'est le ministre des Affaires étrangères français qui dit ça, que les pertes humaines sont lourdes et que la situation se dégrade. La situation se dégrade. La myopie du gouvernement camerounais qui ne voit pas. Dit la situation se dégrade. Ça, c'est le ministre français des Affaires étrangères qui le dit, avec tous les moyens qu'ils ont de savoir ce qui se passe au Cameroun. Il reconnaît que la situation se dégrade. C'est une parole de diplomate. D'ailleurs, j'ai noté qu'il lisait, donc pour qu'il n'y ait pas de cas de langage, il a pris soin de mettre tout sur le papier et il lisait ce qui était écrit sur le papier. Donc, ça veut dire que les mots ont été pesés par ses conseillers au niveau du Quai d'Orsay avant qu'il les prononce devant les parlementaires français. Il a bien dit la situation se dégrade. Ce qui tranche encore avec le bavardage de Eugène Bella devant les médias avec son ami Emmanuel Sadi, où l'Assemblée dit non, nous contrôlons la situation, vraiment tout va bien, c'est les bandes criminelles, mais de toute façon, bientôt l'armée va. La situation se dégrade. Pas seulement en zone anglophone, mais dans notre pays également. La situation se dégrade. Je le dis aussi pour ceux qui ont... j'ai reçu moi sur Messenger à peu près 128 messages, des faux profils. J'ai suspecté une campagne organisée par le gouvernement camerounais pour amener les gens du MRC. Je le dis aux gens du MRC, ce n'est pas une critique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment engagés, qui ont la conviction, mais qui ne sont pas encore bien mûrs, bien tendres pour la politique. Pour la politique, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est un terrain assez glissant. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de nous chercher des adversaires. Alors, quand on fait la politique, les amis, on rassemble, on additionne les forces. On ne se cherche pas les adversaires en permanence. Je ne vois pas quel intérêt est à nous, que le MRC a d'attaquer la France. Ce n'est pas un conflit français, camerounais. Vous n'avez pas vu les forces françaises engagées sur le terrain. Vous n'avez pas vu la France envoyer des instructeurs militaires au Cameroun pour appuyer l'armée camerounaise. Vous n'avez pas vu la France donner du matériel. Vous n'avez pas vu la France donner de l'argent à Paul Biya pour faire la guerre aux anglophones. Quelle est la raison pour laquelle nous allons attaquer la France? Pour quelle raison attaquons-nous la France? Je le dis à des gens comme les Pounou Kangia, des activistes machin qui racontent des bobas sur les, qui sont d'une immaturité, d'une méconnaissance totale de la politique internationale. C'est-à-dire que bon, ils bavardent comme ça sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison allons-nous attaquer la France? Quel est le degré d'engagement de la France dans le conflit en zone anglophone? Aucun. Je le répète encore. Est-ce que la France a envoyé des instructeurs militaires au Cameroun pour aider Paul Biya à mater les anglophones? Non. Est-ce que la France a donné de l'argent, un budget militaire à Paul Biya pour mater les anglophones? Non. Est-ce que la France a donné des armes et des munitions à Paul Biya pour mater les anglophones? Non. Est-ce que la France a soutenu ouvertement l'action militaire de Paul Biya ou liberticide de Paul Biya en zone anglophone? Non. Mieux, la France, dans son Parlement, à l'occasion des questions au ministre des Affaires étrangères, a inscrit à l'ordre du jour à 2 reprises la crise politique en zone anglophone. Dites-moi, vous avez tous vu comme moi les députés du SDF qui réclamaient un débat parlementaire à l'Assemblée nationale du Cameroun. Est-ce que Kabaye Djibril a accepté? Et je n'ai pas vu ces activistes proches du MRC bavarder. Je ne les ai pas vus ouvrir leur bouche. Je ne les ai pas vus protester. Pourquoi vouloir attaquer la France alors que c'est une affaire d'abord camerouno-camerounaise? Qu'est-ce que ça vous rapporte d'aller attaquer la France? Oui, la France... Non, s'il vous plaît. Je voudrais dire une chose.
Dans un dossier comme celui-là, mettons de l'eau dans notre vin. Apprenons à travailler et soyons organisés. Nous avons besoin de faire comprendre, et c'est ce que le Cameroun, et la question, le questionnement dur de Jean-Louis Le Drian par les parlementaires français fait suite aux marches que le CCD, la basse France, avec le général Wanto, avec les Brice Nietzsche, avec tous ces activistes-là, les Emmanuel Kempta, sont arrivés en France, ont rencontré des élus, ont expliqué ce qui se passe au Cameroun, ont rencontré des décideurs, ont expliqué, sont allés au Quai d'Orsay, rencontrer les conseillers de Jean-Louis Le Drian, discuter. C'est comme ça qu'on travaille. Ce n'est pas en se mettant sur la toile pour expliquer les gens. On travaille, les amis. On expliquait ce qui se passe dans notre pays. On expliquait qu'il ne fallait pas que la France ait un silence. Ils sont allés au ministère de l'Intérieur déposer une demande de manifestation et ont lancé les marches. Et nous avons vu le résultat des marches. Près de 10 à 20 000 Camerounais dans les rues. Et d'ailleurs, on est en train de s'organiser. La prochaine, vous verrez, ce sera 100 000 personnes dans les rues. Je dis bien 100 000 personnes dans les rues. 100 000 personnes dans les rues, surtout comme c'est l'été là. Il y aura 100 000 personnes dans les rues, vous verrez. Donc c'est un travail que la France a fait. La diaspora camerounaise a fait. Sensibiliser l'opinion publique française. C'est ce qui a fait. Dans une situation comme celle-là, on se cherche des alliés et non pas des ennemis. La France a des raisons d'être prudente. Elle a des intérêts au Cameroun. Elle a une population au Cameroun. Elle doit les protéger. Elle doit protéger les intérêts. Elle a des Français qui vivent au Cameroun depuis 30 ans, qui ont tout investi leur vie là-bas et qui verraient d'un mauvais œil l'explosion pour qu'ils puissent perdre tout. Ils se rappellent ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, nous n'avons pas intérêt à faire mousser la mayonnaise. Voilà. C'était pour dire que, pour rappeler les propos de Jean-Louis Le Drian, qui sont les propos d'un diplomate, qui sont des propos forts, qui sont des propos qu'il a lus parce qu'ils étaient écrits sur une feuille. Il a reconnu que les violences se poursuivent. Il ne les a pas niés. Il a dit que les pertes humaines sont lourdes. Donc, il reconnaît l'aspect humanitaire. Il a dit que la situation se dégrade. J'embraye là pour dire une chose. Par la suite, Jean-Louis Le Drian a dit une chose. Nous poursuivons nos efforts à Bruxelles et à New York pour faire pression sur le gouvernement camerounais afin de l'amener à un règlement politique et durable de la crise. Je répète, nous poursuivons nos efforts à Bruxelles, ça veut dire à la Commission européenne et au Parlement européen. Et parce qu'une fois que la Commission, je vais expliquer ça tout à l'heure, je répète encore, nous poursuivons nos efforts à Bruxelles et à New York pour faire pression sur le gouvernement camerounais afin de l'amener à un règlement politique et durable de la crise. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des institutions européennes, je rappelle brièvement que le siège du Parlement européen est à Strasbourg, le siège de la Commission européenne est à Bruxelles. Voilà. Ensuite, le siège des Nations Unies est à New York et le Conseil de sécurité, tous les organes des Nations Unies, etc., c'est à New York. Cette phrase de Jean-Louis Le Drian me permet de revenir sur un post que j'avais fait sur mon mur. J'avais dit sur mon mur que le gouvernement français lâchait le président Biya, ou lâchait M. Biya, parce que pour moi c'est Maurice Kamto qui est le président élu, lâchait M. Biya au plan diplomatique. J'avais mis en avant un indice, une phrase prononcée par Tibor Nagy au Congrès américain lors de son hearing devant la Commission des affaires étrangères, Foreign Affairs Commission of Congress. Il avait dit, we are working with our allies. Nous sommes en train de travailler avec nos alliés pour parvenir à un consensus en termes de sanctions, en termes d'action humanitaire, etc., etc., etc. Et j'avais dit au Camerounais que quand il dit alliés là, c'est les Français. Hein? C'est les Français, c'est les Allemands, etc., etc. Ils sont alliés dans quoi? Ils sont alliés dans l'OTAN. Regardez, ils sont alliés dans l'OTAN. Ça veut dire que si demain une intervention militaire est nécessaire au Cameroun, qui va fournir la logistique? C'est l'OTAN. Qui va fournir le budget militaire? C'est l'OTAN.
Lorsqu'il dit we are working with our allies, les alliés là, c'est qui? C'est aussi la France. Et j'avais dit que dans ce qui va se passer, la France ne sera pas du côté de Paul Biya. Ben, c'est ce que Jean-Louis Le Drian a dit. Nous poursuivons nos efforts à Bruxelles. Pourquoi à Bruxelles? Parce que la Commission européenne, le Parlement européen a déjà débattu et a sorti des résolutions. Ceux qui connaissent les institutions européennes, il y a trois institutions au niveau de l'Europe. Il y a la Cour européenne de justice, qui est le pouvoir judiciaire. Il y a le Parlement européen, qui est le pouvoir législatif, et il y a la Commission européenne, qui est le pouvoir exécutif. Voilà. Le débat parlementaire a déjà eu lieu au sein du Parlement européen. Il a abouti à des résolutions. Et ces résolutions, dans le droit européen, ont force obligatoire. Et celui qui est chargé d'appliquer les résolutions, c'est la Commission européenne qui est basée à Bruxelles. Et j'avais bien précisé aux gens que si la France ne voulait pas qu'il y ait un débat parlementaire au niveau de la Commission européenne, il n'y aurait pas eu ce débat parlementaire. La France avait les moyens de torpiller ce débat parlementaire en coulisses au niveau des groupes parlementaires, c'est-à-dire que les groupes des centristes, les groupes de centre, de droite, de gauche, etc. au Parlement européen, elle avait les moyens de torpiller ce débat qui n'est pas lieu. Le fait que ce débat ait eu lieu, ça veut dire que la France était d'accord. Le gouvernement français était d'accord. Simplement, ce qui se passe, c'est que les Camerounais doivent comprendre, c'est que le gouvernement français ne voudrait pas que la crise anglophone au Cameroun soit un enjeu de politique intérieure en France. C'est pour ça qu'il externalise ça vers le Parlement européen. Je reprends. Le gouvernement français ne voudrait pas que la crise anglophone et la crise politique, dont le contentieux électoral, l'emprisonnement du président Maurice Kamto, etc., soit un enjeu de politique intérieure. Donc, il externalise ça au Parlement européen. Il faut bien comprendre les subtilités de la politique internationale. Il faut bien comprendre les subtilités du droit international. Il faut bien comprendre le fonctionnement des institutions politiques internationales. La France n'a pas voulu que ce soit, c'est-à-dire que le débat parlementaire qui aurait eu lieu en France, la France a très bien vu que si un débat parlementaire comme ça avait lieu, en l'occurrence Emmanuel Macron, puisqu'il est majoritaire à l'Assemblée nationale en France, ça aurait permis aux petits partis comme les communistes, peut-être aussi comme la France insoumise, de ressortir les querelles sur la France-Afrique, etc., etc., etc. Donc, ils n'ont pas voulu que c'est un enjeu de politique intérieure. Donc, ils ont externalisé cela au Parlement européen. Donc, le débat parlementaire que vous avez vu au Parlement européen, je dirais que c'est à l'initiative de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, et c'est un des pays qui sont le plus affectés par cette crise. Donc, ne nous dites pas que la France est aux côtés de Paul Biya. J'ai lu ça, des gens, je ne vais pas citer leur nom ici pour ne pas leur faire de publicité. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et c'est pour ça que nous avons décidé de nous mouiller. C'est-à-dire de faire une demi-journée de travail, de rentrer tôt, à l'heure où le Camerounais peut encore regarder le live, pour pouvoir expliquer ça, pour que les gens comprennent. Nous faisons la politique. Prenons les livres, ouvrons-les, lisons pour comprendre les affaires de politique internationale. Et ce sont de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Le gouvernement français, nous avons écrit, saisi le gouvernement français, appelé des sages, des anciens, des vétérans de la politique qui se sont retirés, des sages, des gens qu'on consulte en France avant de prendre des décisions. Nous les avons écrits. Nous avons appelé les attachés parlementaires pour leur dire, papa, maman, ça ne va pas dans notre pays. Nous sommes des enfants comme vous. Nos parents se sont battus pour la liberté en France. Vous ne pouvez pas laisser qu'il y ait autant de morts. Et ces pressions ont abouti. La diaspora camerounaise est descendue dans la rue pour marcher. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et ces pressions ont abouti. L'aboutissement de ces pressions, c'est que le gouvernement français, je dis encore,
pour que la question ne soit pas un enjeu de politique intérieure, a externalisé le débat à la Commission, au Parlement européen. Le débat est lieu au Parlement européen. Le débat a abouti sur une résolution. Cette résolution a été sur une résolution en plusieurs points ont été adoptées. Et une fois que ces résolutions ont été adoptées, Jean-Louis Le Drian le dit lui-même, c'est lui qui le dit. Ils ont été transmis à la commission, parce que ce qui est à Strasbourg, c'est le Parlement. Quand le Parlement prend des résolutions, il transmet à la commission. Ça veut dire qu'au niveau de la commission, le commissaire des affaires européennes en charge des questions des affaires internationales, M. Michel Barnier, qui est un Français, M. Michel Barnier, qui était un sénateur, je le connais, M. Michel Barnier, sont en train de travailler certainement maintenant pour traduire dans les faits des sanctions, un budget pour l'humanitaire, la participation de la France et de l'Union européenne au cas où il devait avoir une opération militaire. Parce que les Français ne veulent pas que ce soit un enjeu de politique intérieure. C'est-à-dire qu'on ramène dans le débat intérieur français les affaires de France-Afrique, de réseau, de FOCA, de ceci, de cela. Ils ont externalisé cela au Parlement européen. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et Jean-Yves Le Drian l'a dit, on est passé du Parlement européen, c'est-à-dire on est monté au-dessus. Il faut bien, c'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est que nous apprenions à décrypter le discours. Quand un diplomate, quand un homme politique de haut niveau parle, que nous évitions d'être dans la légèreté. Et que nous apprenions à décrypter le discours d'un diplomate. Il dit, nous poursuivons les efforts à Bruxelles. À Bruxelles, ça veut dire que le dossier n'est plus au niveau de la Commission, du Parlement européen, et qu'on ne reviendra plus en arrière. Même s'il y a une nouvelle législature, c'est un dossier clos au niveau du Parlement. Le dossier au niveau de la Commission. La Commission va travailler. La Commission va regarder le Cameroun sur les droits de l'homme. La Commission va regarder le Cameroun sur le respect des droits de l'homme au Cameroun. Elle va regarder le Cameroun sur la crise politique. Elle va regarder le Cameroun sur l'humanitaire. Le monde a désormais les yeux. Et quand il dit nous poursuivons nos efforts, ça veut dire que le gouvernement français ne se tient pas du côté de Paul Biya. Jamais. Il se tient du côté des populations camerounaises. Puisqu'il appuie les efforts qui sont au niveau de Bruxelles. Et que les sanctions qui sortiront éventuellement au niveau de Bruxelles. Et lorsque Thibault Nadji, au Congrès américain, dit devant les congressmen que nous, Américains, et nos alliés, il parle de qui? Il parle de l'Europe. Les pays de l'Europe sont membres de l'OTAN. S'il devait y avoir une intervention militaire au Cameroun, la logistique serait fournie par l'OTAN. Il faut la logistique pour toute intervention militaire. Ça veut dire que le matériel de transport, de ceci, etc. S'il faut une intervention humanitaire, l'ONU n'a pas les équipements nécessaires. Peut-être c'est l'Union européenne qui fournirait une part du budget. Peut-être c'est la logistique de l'OTAN, où l'Union européenne a des hommes, où l'Union européenne a des tanks, où l'Union européenne a des camions, où l'Union européenne a des avions, des hélicoptères, etc. Donc, Thibault Nadji a dit, nous et nos alliés, nous travaillons pour arriver à un consensus commun. Le Drian dit, nous travaillons au niveau de Bruxelles. Ça veut dire que le dossier, après avoir été validé par la législature européenne, donc au Parlement européen de Strasbourg, a été transmis à la Commission européenne à Bruxelles, en l'occurrence M. Michel Barnier, qui sont en train de travailler dans les couloirs et discuter avec les Américains, comme M. Thibault Nadji l'a dit, pour parvenir à un consensus. Donc, ceux qui sont à Yaoundé en train de bavarder, ce que je dis là, c'est aussi pour eux. Parce que demain, quand ça va chauffer sur notre pays, là, il ne faudrait pas qu'ils commencent à dire c'est un complot de ceci. Afrique Média nous sortent les Louis Michel, les patients donc comment venir bavarder, raconter des histoires, c'est monté. Non. Il y a des choses qui se passent. Hier, c'était au Parlement européen. Jean-Louis Le Drian dit aujourd'hui, c'est à la Commission européenne. La Commission, je dis bien. Et je redis encore, en Europe, il y a trois institutions. La Cour européenne, le Parlement européen et la Commission qui est à Bruxelles. Voilà. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. Donc, Le Drian dit que le dossier n'est plus au Parlement. Il est maintenant au niveau de la Commission. Le commissaire en charge de ça, je pense que c'est Michel Barnier, qui est un Français d'ailleurs. Ensuite, il a dit qu'ils poursuivent aussi leurs efforts à New York. Donc, qu'est-ce qui se passe à New York? Donc, j'ai entendu les gens qui avaient dit, oh, en l'occurrence, les Asingana, qui était un escroc. Je dis bien que ce Fabien Asingana, c'est un escroc.
C'est un féman qui a été arrêté, emprisonné à Kondengui. Je pense même que son activisme sur la toile, c'est pour pouvoir échapper à son épais dossier judiciaire de bandits, de voyous, et c'est quoi qu'on peut dire. Voilà. Donc, le Drian dit que nous poursuivons également nos efforts à New York. À New York, c'est au niveau du Conseil de sécurité. Et il dit bien, pour amener à un règlement, pour faire pression sur Biya, et l'amener à un règlement politique durable. Règlement politique durable, ça veut dire le dialogue. Vous savez tous qu'il y a eu un premier débat à New York devant le Conseil de sécurité à la demande des États-Unis. Et j'avais dit aux Camerounais que si les Français ne voulaient pas, compte tenu des accords souterrains qui entre les Français et les États-Unis, si les Français ne voulaient pas qu'il y ait eu un débat, même informel, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y aurait pas eu de débat. Il n'y aurait pas eu de débat. S'il y a eu débat, c'est qu'ils l'ont voulu. Il y a eu débat devant le Conseil de sécurité. Certes, c'est un débat informel. Et comme je l'ai dit, c'est la première étape. Ça veut dire que c'est la même chose comme ce que vous avez vu avec la requête du président Maurice Kamto devant la Cour européenne de justice. C'est toujours une première étape. Après la première étape, on va à une autre étape. Après l'autre étape, on va à une autre étape. Ça va d'étape en étape. Donc, il y a eu un débat. C'est une première étape. Et Jean-Louis Le Drian le dit aux parlementaires français, nous sommes associés à ce débat. Alors, si vous voulez, quand vous prenez les membres permanents du Conseil de sécurité, bon, ceux qui se sont opposés à ça, c'est la Chine et la Russie. Bon, vous connaissez, je pense que les membres permanents du Conseil de sécurité, ils doivent être 6 ou 8. Quand vous enlevez la Chine et la Russie, qu'est-ce qui reste? Et les membres non permanents, si la France se vote pour, parce que tel que Jean Le Drian dit là, s'il y a une résolution qui sort contre le Cameroun au Conseil de sécurité, la France votera pour. Si la France vote pour, dites-moi, vous pensez que la Côte d'Ivoire va voter contre? Vous pensez que la Guinée équatoriale va voter contre? Ça nous donne une indication. Ça veut également dire qu'au niveau du Conseil de sécurité, la France et les États-Unis parleront d'une même voix. Par conséquent, même les membres non permanents du Conseil de sécurité parleront d'une même voix. Et je le dis, je l'avais dit dans un live précédent, ça va faire comme sur la Libye. C'est que les États-Unis, comment on dit ça, la Chine et la Russie s'abstiendront. Ils partiront de contre à s'abstiendre. Ils ne vont pas mettre en danger leurs intérêts. Pour ceux qui veulent discuter, prenez seulement les données statistiques. Les données statistiques. Ce qu'une grande chaîne de magasins comme Walmart achète en Chine par an, c'est 400 milliards de dollars. C'est 200 000 milliards de francs CFA. Ça dépasse les importations du Cameroun vers la Chine. Vers la Chine. Je dis bien, les achats de la chaîne de supermarchés Walmart basée aux États-Unis dépassent par plusieurs multiples les importations totales du Cameroun vers la Chine. Je vous épargne les autres chaînes de magasins, d'hôtels, de tout ce que vous voulez. Je parle seulement des achats. À partir de ce moment, ça vous donne une idée. Il suffirait d'une taxe de 5% pour que les Chinois, d'une menace d'une taxe de 5%, pour que les Chinois reviennent à la raison. Et ils ne vont pas créer le chômage chez eux parce qu'ils veulent soutenir M. Biya, ce n'est pas possible. Donc, il est important de comprendre que sur le dossier, à la sortie de M. Le Drian donne une indication claire, sur le dossier Cameroun au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France se tiendra aux côtés des peuples camerounais. Voilà. Une fois que je dis ça, je m'adresse aussi à nos camarades militants qui n'ont cessé d'attaquer les Français. La France a fait ceci, la France a fait ceci. Pourquoi? Même les sécessionnistes anglophones ne s'attaquent pas à la France. Pourquoi c'est nous qui devons nous attaquer à la France? Je veux dire, je vous ai exposé, ceux qui attaquent doivent exposer, moi j'ai exposé des arguments clairs qui démontrent que, je veux dire, c'est vrai que les subtilités, je ne doute pas que notre président, le professeur Maurice Kamto, a assez de bagages pour comprendre ces subtilités diplomatiques et même son entourage. Mais j'ai surtout la peine un peu pour parfois certains de nos activistes qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui ont tendance à brouiller le discours ou les efforts de notre parti.
Nous devons mettre un peu de l'eau dans notre vin. Les faits démontrent que la France ne soutient pas M. Paul Biya. Simplement, la diplomatie, c'est comme le droit. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en claquant dans les doigts. C'est long, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de tractation, parce qu'il y a la guerre, la balance des intérêts. Vous devez comprendre que la France aussi n'agit pas, elle agit certes parce qu'il y a des questions des enjeux de droits de l'homme, mais elle agit aussi à cause de ses intérêts. Je le dis parce que quand vous avez aux États-Unis le gouvernement américain qui a une résolution comme celle de Mme Karine Bass, qui menace, ou quand la résolution était votée, de prendre des sanctions fortes comme l'État du Cameroun, la France a bien compris qu'elle a ses intérêts. Je prends un exemple, j'entends les gens bavarder, ok, les Américains peut-être qu'ils vont mettre interdiction de voyager pour des faucons du régime, Betty Assomo, Ngongo, Tanganji, Okalia Bilay, Lélé l'Afrique, ils sont nombreux, hein, les faucons du régime là qui bavardent fort, Famen Ndongo, beaucoup d'autres, Manasseh Aboya Ndong, ils sont connus, hein. Il y a une liste sur eux ici aux États-Unis, hein. Ils sont près de plus de 100 personnes, bien listés. Elle va mettre une interdiction de voyager. Bon, ils ne vont pas sortir du territoire camerounais. Premier point. Deuxième point, les États-Unis vont dire, voilà, interdiction de voyager, donc invalidité de leur passeport. Deuxième chose, le gouvernement américain peut dire, ok, comment on dit ça? La France peut dire, voilà, deuxième source de sanctions, par exemple, elle peut décider que les avoirs de ces gens à l'extérieur, ils sont connus, que ce soit dans les trusts, que ce soit dans les fondations, que ce soit dans les caisses de réserve, qu'ils ont domicilié dans les paradis fiscaux, ici au Delaware, aux États-Unis, en Suisse, dans les îles Vierges britanniques, etc., à Hong Kong, tout ça est connu. La monnaie de référence dans laquelle sont manipulés tous ces instruments-là, c'est le dollar. Ça veut dire que tout ça est tracé par la Réserve fédérale et facilement identifiable. Et les grandes banques internationales qui font toutes ces choses-là rapportent, ont des formulaires, s'ils étaient saisis par la justice fédérale, simplement par un email, ils communiqueraient les informations tout de suite, de peur d'encourir des sanctions. Voilà. Donc, la France peut décider de geler tous ces, l'Amérique peut décider de geler tous ces avoirs. Là encore, ça ne touche pas vraiment la France. Là, ça devient plus compliqué, c'est maintenant les sanctions sur le pays. Je prends deux choses. Si le gouvernement américain décidait de mettre un embargo sur les armes et les munitions à destination du Cameroun, vous comprenez que ça pénaliserait même le pays. C'est-à-dire que notre police, notre gendarmerie n'aurait plus les moyens de travailler pour faire la sécurité publique et même la sécurité, comment on dit ça? C'est-à-dire traquer les bandits, les petits délinquants, ils n'auraient même plus les moyens parce qu'ils n'auraient même plus d'armes et de munitions. Autre chose, par exemple, le gouvernement américain peut décider, et ceux qui regardent vont sur la page du Congrès et regardent le tracking record des sanctions que les Américains appliquent dans le monde, par exemple, peut décider que interdiction d'approvisionner le Cameroun en dollars. Si une décision comme ça a été prise, ce serait la mort des entreprises françaises au Cameroun. Je vous prends un exemple, Bolloré. À ses filiales, SDV, Saga, STAP, tout ce que vous voulez. C'est les organisateurs de transport. Ça veut dire qu'ils payent les armateurs, dans les différents armateurs qui transportent des conteneurs ou qui affrètent les bateaux dans le monde en dollars. Et si on interdit que les dollars soient arrivés au Cameroun, imaginez ce qui va se passer. Imaginez ce qu'il adviendra des agences comme Western Union, comme MoneyGram, de leurs intérêts sur le territoire camerounais. Imaginez ce qu'il arriverait des AXA, qui sont des gestionnaires d'assurance vie, qui collectent l'argent au Cameroun et qui les place sur les marchés financiers étrangers en devises, notamment en dollars. Ce serait une hécatombe. Voilà. Rien que pour ça, je pense que les Français sont très bien conscients que des sanctions comme interdiction d'approvisionner le gouvernement camerounais en dollars mettraient à terre une bonne partie des intérêts des entreprises françaises. Donc, il y a des pressions, non plus seulement de la diaspora camerounaise, non plus seulement des associations de Camerounais de la diaspora, comme le CDD, comme le CODE, comme la BAS,
comme d'autres associations. Non plus seulement des Camerounais naturalisés français, et même des élus camerounais. Il y en a qui sont conseillers municipaux, il y en a qui sont attachés parlementaires, il y en a qui sont députés suppléants en France. Il y a également maintenant des pressions, même des milieux d'affaires français, qui disent attention, attention, si les sanctions américaines venaient via le Conseil de sécurité à aller à un niveau où, après le passage de la résolution Karim Bass, dont nous sommes en train de pousser, et qui va passer à s'abattre sur le gouvernement camerounais, à ce moment-là, ça va hit, comme on dit en anglais, ça veut dire que ça va toucher nos entreprises, nos intérêts basés au Cameroun. Donc, à ce moment, même le gouvernement français fait pression sur le gouvernement camerounais pour que la crise anglophone ait une solution. Donc, je le dis ça pour que nous autres, qui soutenons le président Maurice Kamto, peu importe ceux qui sont encartés au parti, qui ne sont pas encartés, ceux qui défient, ceux qui ont... Nous devons mettre de l'eau dans notre vin. Quand on fait de la politique, on fait de l'analyse. L'une des forces de Maurice Kamto, notre président, que je reconnais, c'est qu'il ne fait pas la politique avec l'émotion. Que ce soit lui, que ce soit Paul-Éric Nguyen, que ce soit Albert Zongan, que ce soit Penda Ekoka, que ce soit les... Donc, c'est des fins stratèges. Que ce soit Foguetedom, qui est un stratège bien reconnu. C'est des gens qui lisent beaucoup, qui font de l'analyse, qui pèsent et sous-pèsent les propos qui viennent de l'extérieur et même ce qu'ils avancent. Donc, quand nous écrivons sur les réseaux sociaux, évitons de dire n'importe quoi. Je le dis encore parce que je viens de le démontrer. Les États, Jean-Louis Le Drian l'a dit, nous poursuivons nos efforts à Bruxelles et à New York, ça veut dire à la Commission européenne et devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les efforts français pour amener, pour faire pression sur le gouvernement camerounais à l'amener à un règlement politique durable. Ça veut dire un dialogue inclusif. Ça veut dire que la France se tient aux côtés du gouvernement camerounais pour un dialogue inclusif. Ça, il faut le comprendre. La France se tient aux côtés du gouvernement américain pour un dialogue inclusif. Ça veut dire que la posture que j'ai vue, le jeune Bella, le président, le ministre camerounais des Affaires étrangères, adopté devant les diplomates, est un chemin sans issue. Vous savez, dans les pays où on trace la route, hein, comme ici aux États-Unis, on vous met souvent la pancarte, là, on vous dit, voilà, chemin sans issue, c'est-à-dire que ça ne débouche sur rien. Donc, ce n'est même pas la peine de vous engager. Si vous avez l'intention de continuer votre route, cherchez un autre chemin. Donc, le jeune Bella doit comprendre que c'est un chemin sans issue. Ça veut dire que ce soit l'ensemble des pays de l'Union européenne, ça veut dire la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, l'Autriche, etc., etc., etc. Elles ne soutiendront que le dialogue inclusif au Cameroun. Que ce soit l'Amérique, le Canada, etc., ne soutiendront que le dialogue inclusif au Cameroun. Voilà. À partir de ce moment, le gouvernement camerounais ne s'en sortira pas dans la crise anglophone ou ne s'en sortira que par le dialogue inclusif. Il n'y a pas d'autre issue. Il ne faudrait pas que les gens du RDPC rêvent. Et à ce moment, le gouvernement camerounais n'a plus d'alliés politiques au plan international. Je répète, le gouvernement camerounais n'a pas d'alliés politiques au plan international pour une solution autre que le dialogue inclusif pour la résolution de la crise anglophone. Ni la France, ni la Russie, ni la Chine. La Russie et la Chine ont adopté ce qu'on appelle en droit international une position d'attente. On attend, on ouvre les yeux, on voit, on dit, attendons voir. Voilà. La France, elle l'a déjà dit par son ministre des Affaires étrangères, elle se rangera du côté de l'Union européenne, de la résolution de l'Union européenne ou du Conseil de sécurité. Elle ne fera pas pression. Et elle se rangera pour une solution politique durable. Ça veut dire un dialogue inclusif. C'est-à-dire que le foufou héros avec la sauce gombo que John Goute et Fundi ont mangé à Bamenda, c'est bien. Ils peuvent digérer ça, ça entre dans leur ventre. Mais ça n'engage personne. Ça n'engage qu'eux-mêmes. La solution à la crise anglophone sera un dialogue inclusif.
Et ça veut dire que le compteur tourne au niveau du Conseil de sécurité et le temps, on joue la montre au Conseil de sécurité, on joue la montre au niveau de la Commission européenne à Bruxelles. Faute pour le gouvernement camerounais d'apporter des réponses, la communauté internationale, à un moment ou à un autre, prendra ce dossier en main. Ceux qui veulent discuter, je reprends toujours le discours de ce qui s'est passé en Serbie. Moi, je l'aime bien parce que je me trouvais en France. Mitterrand était président, Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères. Bernard Kouchner était, je ne sais pas ce que Bernard Kouchner était. Bref, il y avait des débats, je me rappelle. Nous étions très jeunes étudiants, on mettait la radio, RTL, Europe 1, on écoutait les informations tous les jours dessus. Et on avait plutôt un penchant un peu pour Milosevic parce qu'on se disait, oh voilà, jusqu'au jour où les Américains, dont il y avait des tractations, exactement comme ça se passe au Cameroun, là, dans les polices entre Américains, Allemands, et j'ai regardé d'ailleurs toutes les vidéos de François Mitterrand, je n'ai pas voulu les partager simplement, bon, parce que par respect pour sa mémoire, vous disiez, bon, voilà, nous sommes sur la parfaite ligne avec les Américains, nous ne pouvons pas intervenir grâce à eux, parce que c'est eux qui doivent nous fournir la logistique, mais dans le cadre de l'OTAN, ça coince. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que les États-Unis ont commencé à lâcher les images des massacres de Srebrenica, où Milosevic, Ratko Mladic et Radovan Karadzic avaient séparé les femmes des hommes, les maris, les jeunes enfants, et les avaient exécutés tous, et avaient laissé les femmes avec les petits-enfants. Une fois que ces images ont jailli, il n'y avait plus une seule voix pour soutenir ce pouvoir Milosevic. Et le rouleau compresseur l'a pris. Même ses soutiens français que je ne vais pas citer dans la classe politique l'ont lâché et n'ont plus jamais parlé. Il a fini ses jours dans les prisons de la CPI. Il est mort dans les prisons de la CPI. Je veux dire qu'il est encore temps pour notre gouvernement, tant qu'ils ont encore la main, tant que le dossier n'a pas encore franchi certaines étapes au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de la Commission européenne, d'agir. Et j'ajoute que je reviens un peu au contentieux pendant devant la Cour des droits de l'homme. Dans le dossier des droits de l'homme à l'Union africaine, le gouvernement africain camerounais devait être prudent. Il devait faire profil bas. Parce que si maintenant l'Union africaine disait nous transférons l'affaire à la Cour européenne, à la Cour africaine des droits de l'homme, parce que nous pensons que Maurice Kamto a raison, et que le gouvernement camerounais commençait à protester avec des conférences de presse injurieuses, comme ils ont l'habitude de le faire à Yaoundé, il perdrait encore l'appui de l'Union africaine, parce que je rappelle, pour ceux qui connaissent aussi le fonctionnement de l'Union africaine, que l'exécutif de l'Union africaine, c'est la Commission. Les chefs d'État n'ont qu'un rôle consultatif. Il y a un Parlement, il y a une Commission, c'est la Commission. Et que si le Cameroun avait contre lui la Commission de l'Union africaine, la Commission de l'Union européenne, le Conseil de sécurité de l'ONU, en termes de leverage politique au plan international, le gouvernement camerounais est passé de 100 à 5. Il n'a plus de leverage. Il n'a plus d'appui. Voilà. Je dis ça pour les gens qui ont dit un peu n'importe quoi là. J'expliquais la sortie de Jean-Luc Le Drian parce que ça m'a semblé fondamental que les gens comprennent de quoi on parle. Parce qu'on a tout entendu là. On a vraiment tout entendu. On a tout lu sur les réseaux sociaux. Que certaines personnes comprennent de quoi on parle. Voilà. Ensuite, Jean-Luc Le Drian a dit que la France était préoccupée par la situation de Maurice Kamto. Il a dit, je cite les propos de Jean-Luc Le Drian devant les parlementaires français. La situation est très, très préoccupante. Est très, très préoccupante. Est très, très préoccupante. Monsieur Emmanuel Macron a appelé Paul Biya. Il a parlé de Maurice Kamto comme étant un juriste international et une figure importante du Cameroun. Je veux dire, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Je veux dire, tout est clair. Maurice Kamto est un juriste international. Il est quand même membre du curatorium. Je rappelle que le curatorium, dans le droit international, c'est le Conseil des sages. C'est eux qui rédigent tous les traités internationaux, toutes les conventions internationales, qui les relisent, qui les update, pour les adapter aux mutations du monde. Par exemple, si, je ne sais pas moi, je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a la montée en flèche de la collecte des données.
sur les personnes privées par les entreprises comme Google, bref, etc., etc., etc. Comment est-ce que ces données-là ne vont pas interférer avec la vie privée? Tout ça, c'est le curatorium qui statue, qui fait les lois, qui fait les mises à jour, etc., 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 pour amender les traités. Donc, d'abord, le Drian a reconnu que Maurice Kamto est un juriste international. Ça répond à Essogo, le commissaire de police qui allait interpeller Kamto, qu'il a appelé capacitaire. Bon, je comprends qu'il voulait absolument qu'on prolonge son départ à la retraite. Mais Jean-Louis Le Drian lui a répondu en disant que Maurice Kamto était un juriste international. Il n'est pas un capacitaire. Il est un juriste international, membre du curatorium. Et il n'a pas eu ses diplômes à Cradat. Ou il n'a pas pris les diplômes de quelqu'un qui est mort, d'un oncle qui est mort, d'un cousin qui est mort. On ne part pas au curatorium avec les diplômes des morts. Comme il y en a beaucoup qui ont dans l'administration avec les diplômes des gens qui sont décédés, avec des fausses identités. Voilà. Ensuite, il a reconnu que Maurice Kamto est une figure importante du Cameroun, reconnu comme tel au sein du Parlement français. Donc tout ça, c'est pour dire à nos militants oui, Nathan que dit une certaine élite française se comporte comme des escort girls de luxe. Arrête ton discours de Ponce Pilate. Tu sembles ignorer la capacité de nuisance de la France-Afrique économique. Le 237 regorge tellement de richesses. Le fédéralisme peut permettre une répartition équitable et égalitaire des fruits de cette richesse. Oui, Monsieur Nathan, que c'est mon grand frère d'ailleurs, quelqu'un qui a guidé mes pas quand je suis arrivé en France. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que j'ai nié qui est la France-Afrique? J'ai dit non. J'ai bien dit ici que suppose ce qui arrivera à la France-Afrique si la France prenait des sanctions, si les États-Unis, par exemple, prenaient des sanctions en disant nous interdisons au gouvernement, nous mettons, par exemple, nous faisons une pression sur les organisations internationales, comme la Banque multilatérale, les organisations financières multilatérales, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, comme la Banque africaine de développement, pour ne citer que celle-là, l'IFO, la POPACO, etc. Nous faisons pression sur ces organisations internationales, ainsi que les organisations bilatérales des pays alliés, comme par exemple les pays de l'Union européenne, pour qu'elles ne fassent plus de décaissement en direction du Cameroun. Qu'est-ce qu'il adviendrait? Qu'est-ce qu'il adviendrait? Qu'est-ce qu'il adviendrait? Je repose la question à mon grand frère Nathan. S'il arrivait, quel est le poids de la France-Afrique pour empêcher la mairie? Je repose la question, quel est le poids de la France-Afrique pour empêcher la mairie, par exemple, de dire aux organisations internationales, aux organisations multilatérales et bilatérales des pays alliés, des organisations, des institutions financières, de décaisser l'argent à destination du Cameroun? Est-ce que tu penses que ça ne générerait pas les intérêts de cette France-Afrique économique au Cameroun? Deuxième chose, si la France, les États-Unis par exemple, décidaient qu'au Cameroun, ils mettraient l'embargo sur la manipulation des devises en dollars par notre banque, c'est-à-dire que la BEAC, qui est la banque centrale de plusieurs pays d'Afrique, disait la BEAC a interdiction formelle d'approvisionner les banques commerciales camerounaises en dollars, comme elles l'ont fait au Soudan. Tu peux imaginer les conséquences? Ben, la même France-Afrique que tu dis là était active au Soudan. Je rappelle quand elle a voulu violer la décision d'embargo américaine, la justice fédérale a frappé la BNP de 17 milliards de dollars d'amende. Le documentaire est là sur le net, il faut regarder. La BNP a payé ces 17 milliards de dollars. Je veux dire, ici, là, le rapport de force n'est pas dit que je peux comprendre que dans une affaire franco-camerounaise, strictement franco-camerounaise, le poids de la France-Afrique et le poids de la France-Afrique économique est un poids qui compte. Mais dans une affaire Cameroun contre multilatéral, ça veut dire que le Cameroun contre les États-Unis, contre l'Union européenne, parce que la France s'est effacée et s'est rangée derrière l'Union européenne, contre les Nations unies, quel est le poids de la France-Afrique économique? Même en termes de lobbying, il n'a pas de poids. Voilà.
Je ne conteste pas. Et d'ailleurs, dans un live précédent, j'ai expliqué que l'une des raisons pour laquelle la France avait des appréhensions, c'est parce qu'elle avait des intérêts, et qui sont des intérêts d'avance, dit que la Sosucam et les vieilles entreprises, les exploitants forestiers. Mais l'un des travaux que nous avons effectué avec la BAS, avec le CDD, avec le COUD, avec etc., etc., parce que il ne faut pas croire, parce que j'ai entendu les gens qui ont, comme les gens de Dieu Momo, un voyou, comme ça, un bandit, un vrai bandit, un voyou, insulter la diaspora en disant oui, c'est des sans-papiers, c'est des ceci. Non, je suis désolé, moi je suis dans ces organisations-là et tout, et tout, et tout, et tout. Et notre travail, il y a des avocats, éminents avocats, les Amédée Toko, ce sont des grands juristes. Il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des enseignants d'université de renommée internationale comme les Nyamsi, les Ngana. Nous avons un travail de réflexion, de brainstorming, de recherche. On fait beaucoup de recherches. Et on regarde les statistiques. On va sur la page de l'INSEE, on écrit, on consulte des experts en France. Donc, il y a eu un gros travail qui a consisté à expliquer aux autorités françaises qu'elles ne devraient pas avoir peur dans notre pays, ni du fédéralisme, ni de l'arrivée d'un professeur Maurice Kamto aux affaires. Ça ne remettait pas en cause l'état de droit, la bonne gouvernance, la diligence dans la gestion des affaires, l'e-governance, la célérité, les investissements publics, une meilleure qualité du budget, des infrastructures routières, etc., etc., etc. La promotion des libertés publiques ferait les intérêts de la France. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que la France n'est pas une république entière. La France a un potentiel en termes d'investissement, a des entreprises innovantes, a des centres de recherche, a des centres des pôles de compétitivité. Ça, par exemple, prenez le pôle de compétitivité, la cosmétologie qui est basée à Chartres, en France, que je connais bien, parce que je connais presque tout le monde là-bas. Quel est le business que le pôle de compétitivité de la cosmétologie a au Cameroun, de Chartres au Cameroun? Elle n'a même pas un accord de coopération au Cameroun, puisqu'il n'y a même pas de zone industrielle. Je rappelle que dans le programme que nous avons écrit pour le professeur Maurice Kamto, parce qu'il n'a pas tout mis sur la place publique, il y a la nécessité de signer un grand accord de coopération avec le pôle de compétitivité de la cosmétologie à Chartres. Je précise que le pôle de compétitivité de la cosmétologie à Chartres, en France, fait des milliards de dollars dans les affaires qui brassent ici aux États-Unis avec les entreprises de cosmétologie américaines, en termes de recherche, de fourniture de savoir-faire, etc., etc. Dans la vignothérapie, dans la thalassothérapie, etc., etc. Ce pôle de compétitivité, nous pouvons construire une zone industrielle chez nous, une zone économique spéciale qui va travailler simplement avec le pôle de compétitivité français pour que notre pays soit le centre où on va produire des produits cosmétiques de beauté, d'hygiène corporelle, adaptés pour les peaux noires au Cameroun, à destination du continent africain, et battre les produits qui viennent du Nigeria. Donc, je pense que soyons, je dis, mettons de l'eau dans notre vin, les amis. Mettons de l'eau dans notre vin. La France, elle a changé. Il y a encore quelques résidus de la France-Afrique, oui, mais même cette France-Afrique, nous pouvons la convaincre de la nécessité que les réformes dans notre pays iraient mieux pour elle. Je vous ai pris l'exemple du pôle de compétitivité, de cosmétologie de Chartres en France, qui pourrait avoir, et nous avons exposé cela au professeur Maurice Kamto, en disant, président, regarde, si nous mettons un accord entre le pôle de compétitivité de la cosmétologie de Chartres et le pôle de compétitivité, et nous créons son pendant au Cameroun, voilà ce que ça peut faire en termes de ceci. Ça peut permettre de développer des trucs comme la graine de karité, d'extraire les molécules dans nos forêts, les produits forestiers non lignés à l'est et au sud, pour travailler et développer des produits cosmétiques, comme les Marocains font avec l'huile d'argan, développer des trucs, et tout ça peut partir de notre pays pour arroser le monde entier. Donc, il faudrait que nous sortions un peu de ça. Nous devons faire de la prospective, nous devons avoir une vision, nous devons nous projeter sur l'avenir et non pas nous enfermer dans le passé. Et c'est aussi parce que le professeur Maurice Kamto a porté ce discours futuriste, vision, qui voit l'avenir autrement que, même au niveau de la France, d'ailleurs, la France lui dit, c'est un juriste international, c'est une figure importante de la politique au Cameroun. Donc, il n'y a pas de raison que nous, au niveau du MSC, nous nous braquons contre la France et nous commençons à parler comme Afrique Média.
Ça, laissons-le leur discours là-bas. Les Français parlent, ils disent, nous donnons les garanties que nous tenons du côté du peuple camerounais. Pourquoi continuer à les attaquer? Je n'ai pas dit que c'est des agneaux. Comme tu le dis si bien, il y a des intérêts et Biya était leur fidèle serviteur pendant longtemps. Non, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont lâcher Biya. Boum, comme ça s'effondrer. Mais au moins sur ce dossier-là, sur le dossier anglophone, sur le dossier de Maurice Kamto, ils se prononcent fermement. Ils l'ont dit, Macron a appelé plusieurs fois Biya. Pourquoi Biya n'agit pas tout de suite? J'ai une idée, mais je ne veux pas aller dans les détails là. Ensuite, je passe sur la sortie de Le Jeune Béla, parce que je suis tenu par le temps là. La sortie de Le Jeune Béla, bon. Je vous cite quelques phrases. Hein. Il a parlé vraiment, ça a duré. C'est sur la page du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez regarder le live Facebook où Le Jeune Béla parlait en compagnie de quelques diplomates qui ont bien voulu répondre à son invitation. Je n'ai pas vu ceux des grandes. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis était là, si celui d'Allemagne était là, si celui de la France était là. Je n'ai pas vu, bon, je peux me tromper, je n'ai pas vu tous les visages, je ne sais pas trop quels sont ceux qui étaient là, parce qu'il me semble qu'il y a, je ne sais pas, quoi, une centaine d'ambassades au Cameroun, peut-être. Je ne sais pas s'il y avait 30 personnes devant M. le Jeune Béla, je ne sais pas, bien peut-être 10. Bon, il a fait sa communication. L'intégralité de sa communication est disponible sur sa page Facebook, sur la page Facebook du ministère des Affaires extérieures. Et il y a un document PDF qui fait la synthèse. Bon, j'ai partagé ça dans le cercle de l'économie. Ceux qui veulent peuvent aller regarder ou ceux qui veulent peuvent aller directement sur la page du ministère des Relations extérieures. Voilà. J'ai noté 6 phrases que je voulais balayer rapidement parce qu'il a dit tellement de choses. Mais j'ai noté les principales hein, qui ressortent de la communication de Le Jeune Béla devant les diplomates. Il a dit que le Cameroun est dans la paix et la stabilité et que le Cameroun est un état de droit. Chaque Camerounais appréciera. Est-ce que le Cameroun est un état de droit? Dans un état de droit où le code de procédure aujourd'hui n'est plus respecté, j'en veux pour preuve le journaliste camerounais Paul Chouta qui est interpellé à 22 h dans un bar, à 22 h dans un bar, à 22 h dans un bar. Vous avez tous vu. Il a été interpellé à 22 h dans un bar. Est-ce que le code de procédure pénale le permet? Est-ce qu'il avait été convoqué au préalable au commissariat? Est-ce que c'est ça l'état de droit de M. le Jeune Béla? J'en doute fort. Je passe les conditions de l'interpellation du président Maurice Kamto avec un mandat de perquisition délivré même pas par le procureur de la République, mais par le préfet. Donc on est passé d'un mandat et on a arrêté les gens dans une juridiction, on les a transférés dans une autre juridiction et c'est des civils parce qu'ils ont marché, ils se sont retrouvés devant un tribunal militaire. Si c'est ça que M. le Jeune Béla appelle état de droit, bon, nous le laissons face à sa conscience. Il dit le Cameroun est dans la paix et la stabilité. La stabilité, je rappelle qu'il y a des troubles à l'est, il y a des troubles dans la Damawa, il y a des troubles dans l'extrême nord, il y a des troubles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je dis bien extrême nord, Adamawa, est, nord-ouest, sud-ouest. Ça fait 5 régions sur 10 qui sont en proie à des troubles avec l'usage des armes de guerre. 5 régions. Alors, si c'est ça que M. le Jeune Béla appelle la stabilité, je me pose des questions. Je rappelle seulement à M. le Jeune Béla que la situation du Cameroun rappelle celle du Soudan, où El-Béchir vient d'être débarqué, arrêté et emprisonné. S'il veut comprendre, qu'il aille sur Le Monde, le journal Le Monde. Le journal Le Monde a fait un dossier en 5 grands, un dossier chaque semaine, un grand dossier au moment où El-Béchir a été débarqué. Et il peut regarder et les statistiques et les analyses des experts. Il verra, même sur le monde diplomatique, il verra que ce qui se passe au Cameroun est la même chose que ce qui se passe, voilà, qui est passé au Soudan. Monsieur le Jeune Béla dit que pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le pays fait face à des bandes criminelles. Voilà. Et que la conséquence de ça, c'est les réfugiés, les déplacés, les dégâts matériels. Donc, monsieur le Jeune Béla continue à penser que c'est un débat sécuritaire, alors que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Louis Le Drian, dit que c'est une affaire politique. Donc, vous voyez vous-même le décalage du discours entre Yaoundé et Paris. Yaoundé et Paris ne parlent plus la même chose.
ils tiennent un discours radicalement, diamétralement opposé. À Paris, on dit que c'est une affaire politique. Il faut un dialogue pour le règlement durable. À Washington, on dit qu'il faut un dialogue inclusif. Pour monsieur le jeune Bella, le ministre des Affaires étrangères, il dit que nous faisons face à des bandes criminelles. Voilà. Donc pour lui, c'est une affaire militaire. Voilà. Et il dit que les revendications sécessionnistes ont cédé le pas à des enlèvements et des rançons. Je pose la question à monsieur le jeune Bella. S'il dit ça, qui c'est qui a introduit l'autre? On est arrivé là comment? Qui c'est qui a commencé là à bastonner les avocats? Hein? On a tous les images des avocats bastonnés à Boya, tirés au sol avec leurs robes. Les enfants, on a mis la tête dans l'eau des caca. On a dit, écoutez, prenez les excréments là et puis mettez dans vos greffes et tout, et tout, et tout. Mettez vos visages. Qui c'est qui a commencé ça? Qui c'est qui a interdit le consortium des anglophones? Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a interdit le consortium des anglophones, de la société civile anglophone? De quoi il parle exactement? Moi, je voulais dire à monsieur le jeune Bella, franchement, vous êtes un papa, vous êtes même un grand-père. Tenez des propos tels que demain, quand vous serez à la retraite au village, nous, vos enfants, on pourra venir vous voir en disant, papa, grand-papa, voilà ta bouteille de vin, voilà ta bouteille de rhum Saint James, bois et puis, bon, voilà, viens, on va faire le sport pour que tu dérouilles un peu tes vieux os. Et si tu es de passage aux États-Unis, viens à la maison, voilà, passer un peu de temps. Mais ne tenez pas les propos de Foucault. Il s'agit de la vie des Camerounais. Ça veut dire que nos anciens colonisateurs français d'hier, ils parlent avec plus de responsabilité que vous qui êtes en place. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et ce qui me gêne, c'est que les gens ne s'en prennent plus à vous. Ils trouvent le moyen d'aller s'en prendre loin à la France. Alors que c'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous qui avez les leviers de manœuvre. Ce n'est pas la France d'organiser le débat au Cameroun. Si elle organise, on va dire que ingérence. C'est vous qui devez organiser le débat. Mais les gens trouvent quand même le moyen d'aller attaquer la France. Alors que ce n'est pas elle qui est là, qui doit. Elle donne tous les moyens. Certes, on peut regretter le fait que la France ne fasse pas pression au niveau où elle avait fait en Côte d'Ivoire, par exemple, avec Gbagbo. Soit. Ensuite, monsieur le jeune Bella dit, l'armée s'acquitte des missions dans le strict respect des droits avec professionnalisme et que les sanctions sont prises lorsqu'il y a violation des droits de l'homme. Franchement, monsieur le jeune Bella, dites-nous quelles sont les sanctions qu'on a déjà appliquées aux gens qui ont fusillé des femmes avec le bébé attaché sur le dos et le petit garçon de 2-3 ans dans la partie septentrionale du pays. Est-ce que ces militaires ont déjà été jugés? Et quelles sont les sanctions qu'on leur a appliquées? On s'arrête seulement là. Je veux dire, sachez que quand vous dites des choses comme ça, je le dis en tant que Camerounais, ça aggrave votre cas. Parce que c'est perçu au niveau de la communauté internationale comme une provocation. C'est perçu comme une provocation. Et c'est des propos qui peuvent vous rattraper demain. Vous comprenez? Thibon a dit ici au Congrès américain qu'il y a des gens qui font croire au président Biya que le règlement de la crise anglophone peut être un règlement militaire. Mais il se un problème politique. Ça n'a jamais marché. Le jeune Bella, vous êtes diplomate, vous avez des conseillers, demandez-leur de se mettre sur Google, Google Search. Vous allez sur Google, vous tapez Google Search, c'est un métamoteur. Sur Google, il y a un autre métamoteur, Google est un moteur de recherche, il y a un métamoteur qui s'appelle Google Search. Vous tapez Google Search. Et quand vous tapez Google Search, vous tapez le conflit, vous cherchez à savoir ce qui s'est passé dans le conflit en Indonésie. Vous allez voir, le général Suharto, qui était le président de l'Indonésie pendant je ne sais pas combien d'années, une vingtaine d'années, a utilisé la solution militaire pendant 20 ans, ça n'a pas marché. Les États-Unis l'ont poussé à la porte, ont mis Sukarno. Sukarno a utilisé le dialogue 2 ans, il n'y avait plus de désordre. Zanana Bousmao a été libéré de prison et a retrouvé son, comme Sissoko Tabe a retrouvé son peuple et je ne sais pas comment ça s'appelle encore là, ce territoire-là, il a bénéficié d'une large autonomie et on ne parle plus de ça. Pour dire à monsieur le jeune Bella que l'armée ne peut pas régler une crise politique. Vous pouvez prendre des exemples, l'Angola, vous pouvez prendre des exemples, le Katanga en RDC. Le Katanga a fait face sous Mobutu à des crises politiques, sécuritaires, qui ont été réglées par le dialogue et non pas par l'armée.
l'armée ne règle pas un problème politique. Le problème qui se passe dans notre pays est un problème politique et non pas sécuritaire ou militaire. Donc, il y a lieu d'ouvrir un dialogue inclusif. Je le dis encore, le dialogue inclusif, c'est un pas que Paul va manger le foufou avec Diongo va manger le foufou héros avec la sauce gombo avec Fundi et boire le vin de Pam, le vin rouge. C'est pas ça le règlement. Il faut un vrai dialogue. Ensuite, le jeune Bella a contesté les chiffres de 4 millions avancés par les ONG et en disant que la population totale du nord-ouest et du sud-ouest était de 3 millions et que les ONG avaient grossi les chiffres à des intentions de lever les fonds pour intervenir en zone anglophone. Là encore, je pense que M. le jeune Bella se trompe. Il n'a pas fait un tour du côté du Nigeria pour savoir combien de Camerounais vivent déjà du côté du Nigeria. Deuxièmement, il ne connaît pas vraiment la population du Cameroun. Je ne sais pas s'il a une idée de la population qui vit à Kumba. Le jeune Bella, il est du Mungo. Ce sont tes cousins qui vivent de l'autre côté à Kumba, Mounia, Banlandi, Ekona, tout ça. Ce sont tes cousins, ce sont des mots comme toi. Pose-leur la question. Combien de Camerounais vivent dans le sud-ouest? Je pense que tu ne connais pas le Cameroun. Et on vous a toujours dit que les statistiques que l'INS vous envoie là est faux. La preuve ici, les Américains, ils ne parlent pas de n'importe quoi. Ils s'appuient sur les prises de données satellites. Il y a des moyens, j'explique ça à monsieur le jeune Bella. Peut-être qu'à ton âge, c'est des choses que tu n'as pas connues, mais nous sommes vos enfants, nous pouvons vous expliquer des choses. Et même le jour où je te vois au village, je te dirai ça. Il y a des moyens aujourd'hui, par des prises de vue aériennes, des satellites, qui permettent de faire une estimation de la population dans un endroit. Les Américains ont des satellites qui les permettent. Je pense que tu ne connais pas. Moi, je te dis, si tu ne sais pas, que les deux régions anglophones là, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est au moins 8 millions d'habitants. Et les Américains ont des moyens, sans faire la comptabilisation, ils ont des moyens, des méthodes de calcul, d'évaluation d'une population avec des prises de vue aériennes des satellites qui permettent de mesurer la densité au nombre de kilomètres carrés. Et de faire des estimations et de corriger ces estimations avec les chiffres que vous donne votre INS, qui fait des recensements de porte à porte. De la même manière, ils ont les moyens d'évaluer la population camerounaise qui se trouve déjà de l'autre côté au Nigeria. Si vous ne le saviez pas, au Nigeria, aujourd'hui, on a près de 2 millions de Camerounais. Ce que vous vous dites, c'est ceux qui restent à la frontière, qui sont à peu près 800 000. Mais on ne compte pas ceux qui sont déjà entrés dans le pays, parce que le gouvernement nigérian ne veut pas voir beaucoup de monde à la frontière pour éviter que les groupes armés dans le Biafra aient la possibilité de recruter. Ça, vous devez le savoir. Et compter les déplacer dans l'arrière-pays. Allez demander, poser, faites venir dans votre bureau le préfet du département de Bamboutos à Bouda, ou de la Ménois à Tcham, ou bien du département du Noun à Fumban. Posez-leur les questions en face du gouverneur de la région de l'Ouest. Dites-nous la vérité, combien de personnes vous accueillez déjà dans un 3 départements qui sont limitrophes du Nord-Ouest. Ils vont vous dire. Des petits villages comme Ngalim ont multiplié la population par 20 parce que les gens sont arrivés du Nord-Ouest. Je parle de Ngalim dans les Bamboutos. Donc, vraiment, c'est que quand on dit des choses, c'est dur, hein? C'est très dur. Franchement, mettez un peu de l'eau dans votre vin, le papa, le tonton, le père et le jeune Bella. Ce n'est pas vous manquer de respect. Vous êtes un papa avec vos cheveux blancs. On vous respecte. Il y a la possibilité de vous voir au village. Ne vous voyez pas que c'est une attaque à un admiternant. C'est que non, il s'agit du fait que vous dites des choses qui mettent de l'huile sur le feu. Vous ne faites que mettre de l'huile sur le feu. Et vous augmentez la tension dans les couloirs à Bruxelles, à New York, etc., etc. Et ça va vous revenir comme un boomerang sur le visage. Je ne pense pas qu'on a besoin de ça. Non, mais enfin, vous avez dit que le gouvernement a mis en place un plan d'urgence humanitaire. Nous autres, en dehors de la fondation AYA qu'on a vu sur le terrain qui se démène comme un peu, je ne sais pas si on a vu le plan d'urgence humanitaire là. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Ça s'est traduit par quoi? Vous n'avez pas donné les chiffres. Dans une sortie, un dirigeant au niveau où vous êtes, quand il fait une sortie comme celle-là, il doit communiquer les chiffres sur le plan d'urgence humanitaire. Quelle tonne de riz a été donnée? Quelle tonne de médicaments? Combien de personnes en ont bénéficié? Quelle était la situation au départ? Quelle est la situation aujourd'hui? Combien, etc. Des témoignages. Est-ce que vous avez présenté une, deux ou trois personnes?
Vous n'avez fourni aucune évidence. Vous avez parlé en l'air comme ça. Bon, soit. Je termine mon exposé par la résolution H358 de l'honorable Karine Basse. Comme je l'ai dit précédemment, nous devons soutenir cette résolution de l'honorable Karine Basse. Il faut qu'elle passe